Je me présente, Robin Saint-Cerny, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Ça fait plus de 20 ans que je suis chez Chenolière Éducation, RP, Beauchemin, Gaétan-Morin, nommez-les tous, Modulo. Donc, ça fait quelques années que je suis là et je vais assister Jean-Nicolas Pépin, qui est l'auteur du volume. Je veux être certain que vous comprenez aussi la distinction entre mon rôle à moi, puis le rôle de Jean-Nicolas, qui est, moi, mon rôle, c'est davantage l'aspect contenant. Puis Jean-Nicolas, comme c'est l'auteur, c'est vraiment le contenu. On fait vraiment une distinction. Et on a préféré qu'un prof de maths puisse présenter son ouvrage à des profs de maths. Donc, à ce moment-là, la terminologie ou encore le langage est pas mal plus approprié comme ça. Puis ça va être plus facilitant pour vous pour la présentation. Alors, Jean-Nicolas, je te laisse la parole. Je te laisse te présenter, tiens. Ben, bonjour tout le monde. Jean-Nicolas Pépin, j'enseigne au Cégep Édouard-Montpetit depuis environ une vingtaine d'années. C'est le troisième livre auquel je collabore avec Luc Amiotte. Donc, après les livres de méthode quantitative et méthode quantitative avancée. Donc, je me suis lancé avec Luc pour probabilité et statistique. Donc, voilà. Donc, on va commencer par regarder la compétence pour laquelle l'ouvrage a été développé. Ensuite de ça, je vais présenter la table des matières. On va regarder comment chaque chapitre a été structuré. Je vais montrer aussi quelques exemples d'exemples ou exercices du manuel. On va parler ensuite un peu de l'aide-mémoire, des ressources numériques sur la plateforme I+, et il y aura une période de questions à la fin. Et donc, si ça vous va, ben, on va commencer tout de suite. Donc, la compétence pour laquelle le manuel a été développé, donc, c'est la 0M01, donc résoudre des problèmes liés aux sciences de la nature par l'utilisation de méthodes statistiques et de concepts de probabilité. Donc, première remarque, au niveau des critères de performance généraux, donc liés à l'ensemble de la compétence, je veux attirer l'attention sur le deuxième critère, là, donc l'utilisation appropriée des outils informatiques et statistiques. Donc, ça implique que dans le cours qui va porter cette compétence-là, les profs choisissent un outil qu'ils devront utiliser. Donc, pour le manuel, on a choisi de ne pas en mettre un de l'avant plus qu'un autre. On a décidé de laisser ça vraiment libre aux profs. Donc, il y a des profs qui vont vouloir travailler avec R, d'autres avec SPSS ou PSPP, d'autres vont vouloir travailler sur Excel. Donc, on ne sentait pas le besoin là, de dire, ben nous, on pense que c'est ça le bon outil, puis vous devriez travailler avec ça. Et donc, voici du matériel pour travailler avec cet outil-là plutôt qu'avec un autre. Et donc, ça va vraiment être aux profs là-dessus de faire le choix aux profs ou à l'ensemble des profs, là, ça peut être le collectif. Là, donc, dans mon cégep, par exemple, on va faire un choix, c'est ça qu'on va utiliser. Ben, dans chaque cégep, les gens feront bien les choix qu'ils veulent. Cela dit, si jamais les profs veulent travailler avec Excel, il y a toujours le guide Excel de Pascal Boucher qui est disponible et qui peut être utilisé s'il y en a qui veulent travailler avec Excel. Maintenant, si je regarde les éléments de compétence, donc le premier élément de compétence sur les statistiques descriptives, donc ça a été traité dans le chapitre 2, donc dans le manuel de probabilité statistique. Donc, c'est l'ensemble du chapitre 2 qui couvre cet élément de compétence-là. Les critères de performance sont, somme toute, assez explicites sur qu'est-ce qu'on doit retrouver comme contenu. Donc, les tableaux, les graphiques, les mesures de tendance centrale, de dispersion de position. Donc, c'est essentiellement le contenu du chapitre 2. Le deuxième élément de compétence, donc les concepts de probabilité, donc le dénombrement, le calcul exact de différentes probabilités d'un événement, les variables discrètes continues et les lois de probabilité. Donc, juste le quatrième critère de performance, on parle de loi de probabilité, c'est juste une ligne, mais ça se transpose en plusieurs pages quand même dans le manuel. Donc, bref, c'est le chapitre 1 qui traite plus du dénombrement et des probabilités.
Le chapitre 3 qui parle des lois discrètes et le chapitre 4 qui parle des lois continues. Donc, c'est ces 3 chapitres-là qui vont venir couvrir cet élément de compétence-là. Le 3e élément de compétence, donc au niveau de l'inférence statistique, donc théorème central limite, les intervalles de confiance, donc c'est le chapitre 5, et les tests d'hypothèse, c'est le chapitre 6 du manuel. Le 4e élément de compétence, donc la nature et l'intensité des liens entre 2 variables. Donc la portion qui porte sur la droite de régression, corrélation linéaire. Donc ça a été placé à la fin du chapitre 2, donc au bout des statistiques descriptives. Et pour la portion sur le test d'indépendance du qui-carré, donc pour le lien entre les variables qualitatives, il a été mis dans le chapitre 6 avec les autres tests d'hypothèse. Donc, l'ensemble de la compétence est couverte par le manuel en s'assurant que chacun des critères des performances est couvert, que rien n'a été oublié. Et donc, j'ai parlé rapidement des 6 chapitres. Donc, on les revoit dans l'ordre. Donc, l'analyse combinatoire, les probabilités, suivi des statistiques et ensuite les lois discrètes, continues, l'estimation et les tests. Donc, on a choisi de placer le chapitre 1 avant le chapitre 2, donc de voir les probabilités et la combinatoire avant les statistiques descriptives. 2 raisons principales. La première, c'est que moi, c'est l'habitude que j'avais de faire quand j'enseignais ce cours-là. Donc, c'était la séquence à laquelle je suis habitué et que je trouve qui fonctionne bien avec les étudiants et les étudiantes. Et entre autres parce que ça permet de les accrocher un petit peu dès le début du cours en voyant des choses qui sont nouvelles. Donc, ils ont déjà eu une introduction au concept de probabilité au secondaire, mais ça permet assez rapidement de faire des nouvelles choses avec nos élèves. Alors que pour la partie de statistique, il y a quand même des gros morceaux qui ont été vus au secondaire aussi. Donc, c'est la raison principale pour laquelle ça a été placé dans cet ordre-là au niveau des chapitres. Donc, au niveau de la table des matières, donc le premier chapitre, encore là, la compétence est quand même assez explicite sur ce qui doit être dans le bouquin pour respecter la compétence. Donc, ça a été organisé, donc les différentes conceptions de probabilité, la théorie des ensembles, les bases des probabilités. On passe à l'analyse combinatoire. On finit avec les probabilités conditionnelles et la formule de Bayes. Donc, ça, c'est notre premier chapitre. Vous voyez que dans la table des matières, il y a des rubriques qui s'appellent « Pour aller plus loin ». Je vais en reparler dans quelques instants, là, après avoir fait le tour de la table des matières sommairement. Donc, au niveau du chapitre statistique, donc la nature des variables, les échelles de mesure, tableau et graphique, les mesures de tendance centrale, de dispersion, de position. Et comme j'ai dit tantôt, on termine avec la corrélation linéaire, la droite de régression. Le chapitre 3 sur les lois discrètes. Donc, on travaille les paramètres d'une distribution de probabilité en général. On présente la loi binomiale. Et on a aussi choisi d'inclure la loi de Poisson. Donc, c'est une loi qui n'est pas au devis ministériel. Il y a plusieurs profs qui nous l'ont demandé en disant, ben moi, je pense enseigner cette chose-là, ça serait-il possible que ça se retrouve dans le bouquin? C'est une présentation quand même, somme toute, rapide. On parle de 2-3 pages, pas plus. Donc, l'idée, c'est vraiment juste, on introduit la loi de Poisson, exemple, exercice. C'est très facile à ne pas faire quelqu'un qui ne veut pas le faire et c'est facile à ajouter aussi pour quelqu'un qui décide qu'il veut le faire. Donc, on donne la marge de manœuvre aux profs pour décider ce qu'ils font avec ce sujet-là. Loi de probabilité continue, donc on a mis aussi la loi uniforme continue, la loi exponentielle et les paramètres de fonction de densité. Donc ça, c'est sûr que pour les profs pour qui le cours est placé en session 1, ça va moins s'y prêter puisque ça nécessite l'utilisation du calcul intégral. Mais pour les profs pour qui le cours serait placé en session 3 ou 4, bien, ça peut être une façon de montrer une application du calcul intégral aux élèves. Et donc, encore là, facile de le mettre ou de ne pas le mettre. C'est divisé en sections. Les exercices sont classés aussi. Donc, ça donne encore là une marge de manœuvre. Donc, c'est un cours qui est vraiment, en tout cas, à ma connaissance, assez pourrait être un peu différent d'un cégep à l'autre selon sa position dans la grille de cours du programme.
Et donc, on offre un peu cette marge de manœuvre-là, cette souplesse-là pour les profs qui voudraient aller un peu plus loin parce que ça s'y prête dans leur contexte. Puis pour les autres, ben, c'est facile de ne pas en tenir compte puis de passer par-dessus. Et ensuite, donc la loi normale et l'approximation de la binomiale par la normale. Donc, ce sont des sujets, disons, plutôt standards. Au niveau de l'estimation, donc présentation du théorème central limite, les intervalles de confiance, donc les cas qui sont couverts, ce sont ceux qui étaient dans le devis ministériel. Donc, échantillons aléatoires simples avec ou sans remise, population finie, les échantillons de petite taille. Donc, c'est les intervalles de confiance qui sont couverts dans le manuel. Et on termine avec le chapitre 6 sur les tests d'hypothèse. Donc, une présentation générale de ce que c'est un test d'hypothèse. Ensuite, les tests sur une moyenne, sur une proportion. Et on termine avec le test d'indépendance du qui-carré et le test d'ajustement. Donc, ça fait le tour, grosso modo, de la table des matières. Il y a des sujets aussi qui étaient intéressants, donc plus comme des petites notes intéressantes que des sujets couverts en profondeur. Donc, qui ne se méritaient pas une section en entier du manuel, mais plutôt un encadré rapide. Donc, par exemple, sur le binôme de Newton, le triangle de Pascal, le paradoxe de Montiel, la cote R, la loi géométrique, parler un peu d'échantillonnage. Donc, c'est plus quelque chose de très bref pour donner une petite idée rapide aux étudiants et aux étudiantes en lien avec ces sujets-là. Puis, si un prof veut partir de là pour approfondir et aller un peu plus loin, ben ça sera libre à chacun et à chacune. Donc, quelques encadrés là, qui sont éparpillés ici et là dans le manuel par rapport à ces sujets-là. Pour ce qui est de l'organisation des chapitres, donc, pour ceux et celles qui connaissent déjà les livres de Luc Amiotte, et incluant ceux que j'ai faits avec lui aussi, on a toujours un petit peu la même idée au niveau de l'organisation du chapitre. Plutôt que de les passer un par un, je pense que je vais aller à un extrait de chapitre pour vous présenter un petit peu de quoi ça a l'air au niveau de l'organisation des chapitres. Donc, j'ai choisi de présenter le chapitre 3 parce qu'il y a moins de pages, donc ça permet d'aller plus vite aux choses que je veux vous montrer. Donc, à chaque début de chapitre, il y a un texte d'introduction qui présente rapidement le chapitre. Ensuite, on a la liste des objectifs d'apprentissage qui sont travaillés dans le chapitre. Le sommaire, donc les différentes sections avec les pages où elles commencent, et la liste des ressources en ligne sur la plateforme e+. Donc, c'est ce qu'on a à chaque début de chapitre. Ensuite, quand on arrive à, disons, au niveau de la théorie, donc on présente une nouvelle notion. Donc, par exemple, ici, on parle de variables aléatoires. Donc, dans le texte, les mots de vocabulaire sont en gras et la définition est reprise dans la marge. Et tout l'ensemble des définitions est reprise à la fin dans un glossaire. Donc, ça permet de se retrouver rapidement au niveau des mots de vocabulaire, pardon. Et d'ailleurs, au début de la section, on va avoir aussi, là, juste en dessous du titre, la liste des mots de vocabulaire ou des concepts qui sont abordés dans cette section-là. Donc, ça permet de se retrouver assez rapidement. Donc, on présente le concept, ensuite, on a un exemple. Après ça, on va avoir soit une question éclair, soit un exercice, donc qui sont conçus pour être utilisés en classe. Les questions éclairs, c'est des questions plus rapides, donc qui demandent moins de démarches, où les élèves ont à travailler moins fort pour avoir une réponse. Les exercices demandent un petit peu plus de temps de travail. Donc, ça peut être de l'ordre de quelques minutes, là, dépendamment des exercices. Et c'est comme ça que tout le manuel est organisé. Donc, c'est assez classique en soi, mais ça fonctionne bien. Donc, présentation théorique brève, exemple, suivi de questions éclairs ou d'exercices. Donc, ici, on en a un exemple avec un exercice. On a une autre question éclair. Donc, bref, il y en a un peu partout. Il y en a pour chacun des nouveaux concepts qu'on présente. On a un exemple d'encadré. Donc, ici, on parle de la loi de Benford. Donc, est-ce que ça doit absolument être traité par tout le monde? Bien sûr que non. Ça peut être de la lecture intéressante pour les élèves. Ça peut aussi, ça peut être un prétexte pour partir dans cette direction-là et décider de passer quelques minutes là-dessus. Donc,
le manuel offre de la souplesse pour s'adapter un peu à tous les choix que les enseignants et les enseignantes pourraient faire. Et donc, si je passe rapidement pour arriver à la fin du chapitre. Donc, à la fin du chapitre, on a toujours un résumé du chapitre là, qui tient sur une ou deux pages, qui rappelle les grandes lignes, avec les mots de vocabulaire qui ont été vus, donc les différents concepts qui ont été vus dans le chapitre, qui sont identifiés en gras. On a la liste des mots-clés, donc pour se retrouver encore là rapidement et permettre de retrouver à quelle page on a présenté ce concept-là ou cette notion-là. Et ensuite, on a un réseau de concepts donc, qui fait les liens entre les différentes choses qui ont été vues dans le chapitre. Donc, il y a ça pour chacun des 6 chapitres. Et après ça, on arrive aux exercices récapitulatifs. Donc, il y en a quand même beaucoup. Je ne recommanderais pas de donner tous les exercices à faire aux élèves, mais comme il y en a beaucoup qui viennent de domaines variés, ça permet aux profs d'en choisir qui leur plaisent plus que d'autres, de faire une sélection des exercices qui font travailler telle ou telle notion plutôt que telle autre, et ainsi de suite. Même chose, s'il y a des profs qui ont des sujets qu'ils ne voient pas, à ce moment-là, il suffit juste d'enlever ces exercices-là de la liste de choses à faire aux élèves. Et donc, les exercices sont regroupés par section. Et dans le manuel, là, je passais tout droit tantôt en passant le chapitre, mais dans le manuel, c'est inscrit à la fin d'une section, c'est quoi les exercices qui correspondent à cette section-là. Donc, ça permet toujours de savoir, on a ça qu'on a fini, alors qu'est-ce que les élèves peuvent faire comme exercice. Donc, c'est assez facile de s'y retrouver. Puis, s'il y a une section qu'on ne fait pas, c'est assez facile d'enlever ces exercices-là puisque tout est classé par section. Et voilà, je pense que ça va pour ça. Donc, les exercices sont assez variés. On a essayé de prendre différents sujets liés aux sciences de la nature, donc des exercices avec des contextes liés à la physique, à la géologie, la chimie, la bio-animale, un peu de génétique, mais aussi d'autres choses plus de la vie courante, des jeux de hasard, de la politique, liés à la santé, aux études, bref. Ça va dans toutes sortes de directions au niveau des thèmes qui ont été retenus pour les exercices, les exemples. Donc, c'est juste quelques petits exemples tirés des divers chapitres. Je ne vais pas vous donner le temps de toutes les lire de toute façon. Vous feuilleterez le manuel quand vous aurez votre copie prochainement. Donc, un exemple ici lié au domaine de la météo. Évidemment, c'est un problème qui est simplifié par rapport à ce qui se fait dans la vraie vie parce que ça n'aurait pas été de niveau adapté à ce qu'on a besoin pour nos élèves, mais basé sur des données historiques, comment on pourrait prédire le temps qu'il va faire, ce genre de choses-là. Au chapitre 2, ici, on avait l'utilisation des technologies géomatiques, géospatiales dans l'extraction minière et de pétrole. Donc, on change de domaine complètement. On en a un ici au chapitre 3, donc sur les tremblements de terre en Turquie. On en a un autre ici au chapitre 5 sur la politique. Donc, peut-être juste dire un petit mot sur l'écriture inclusive. Pour moi, c'était important de faire une place claire aux femmes dans la façon d'écrire le manuel. Et donc, ça impliquait principalement d'éviter d'utiliser le masculin générique. Donc, ne pas parler des Canadiens si ce qu'on veut dire, c'est Canadiens et Canadiennes. Et donc, partout dans le texte, on s'est assuré une meilleure représentation des femmes, donc des électeurs, des électrices, des Canadiens, des Canadiennes, et ainsi de suite, ou utiliser des mots comme une personne, si dans le contexte c'est clair de qui on parle. Donc, quelque chose qui est une appellation non genrée. Donc, particulièrement dans le domaine des sciences, technologies, informatique, mathématiques, je trouvais que c'était encore plus important. C'est toujours important pour moi, mais je trouvais que c'était encore plus important dans ce contexte-là de faire une place peut-être pas si évidente, peut-être pas si grande que ça, mais au moins de s'assurer qu'il y a une représentation là, des femmes dans le texte. Et donc, le livre est écrit de manière inclusive là, de cette façon-là. Donc, un autre exemple ici au chapitre 5, donc on parle de la population de caribous forestiers, de capture, marquage, recapture, donc essayer
d'aller chercher d'autres thèmes. Ici, au chapitre 6, donc le requin-baleine au large de Djibouti. Donc, on essaie d'aller dans toutes sortes de directions pour que ça soit varié, mais que ça touche quand même des contextes, des thématiques qui vont parler aux étudiants et aux étudiantes. Au niveau de l'aide-mémoire, les manuels de la collection Amiotte et Amiotte Pépin aussi, donc viennent avec un aide-mémoire pour lesquels on retrouve les principales formules, définitions des différentes notions qui sont abordées dans le manuel. Et dans ce cas-ci, il y a une particularité là, qui est vraiment importante. C'est un choix qui a été fait. C'est de mettre les tables statistiques dans l'aide-mémoire. Donc, l'idée là derrière ça, c'était que les étudiants et les étudiantes, quand ils font leurs exercices, n'auront pas toujours à tourner les pages pour aller, par exemple, à la fin, consulter une annexe avec les tables, mais auront plus à traîner leur aide-mémoire avec eux et elles. Et donc, ça devient plus facile de consulter les tables sans tout le temps avoir à tourner les pages. Et donc, les tables se retrouvent dans l'aide-mémoire, se retrouvent aussi évidemment dans la version numérique du livre. Donc, s'il y en a qui préfèrent travailler à l'écran, mais a priori, donc, on pense que c'est une bonne idée pour les élèves d'avoir les tables à part pour être capable de bien travailler au moment de leurs exercices. Et donc, voilà. Donc, dans l'aide-mémoire, il y aura les tables statistiques. Et ça m'amène aux ressources numériques. Robin, est-ce que je te passe la main pour ça? Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Si je fais le tour du matériel pédagogique, des ressources numériques, bien entendu, on parle ici pour les étudiants des activités interactives. Puis là, ici, je ne veux pas non plus approfondir justement qu'est-ce que les activités interactives, parce que c'est quand même quelque chose, c'est vraiment un clé en main, un peu comme le volume là, qui est sur 45 heures, des activités interactives pour que l'étudiant puisse s'auto-évaluer, valider en fait ses acquis. Puis ce que ça fait en gros, c'est que les activités interactives, l'étudiant va avoir sa rétroaction. Oui, non, peu importe, ça fonctionne bien ou quoi que ce soit, si je suis en phase avec les données du volume en tant que tel, et ça se corrige tout seul. Je pense que c'est la grosse partie super intéressante pour le prof. Tout ça se comptabilise dans un beau tableau Excel, vous est envoyé ponctuellement au fur et à mesure que vous le demandez. Donc, les activités interactives, vous allez avoir tous les chapitres, toutes les questions que l'éditeur a créées et vous allez avoir la rétroaction de vos classes pour pouvoir valider si vous avez bien fait votre travail d'enseignant ou si l'étudiant a bien compris. Fait que vous allez pouvoir vraiment faire un coup de sonde justement sur vos évaluations et surtout celles de vos étudiants. Les activités interactives, dès le début août, on va avoir plusieurs plages horaires justement pour présenter les activités interactives. Quelles sont-elles? Comment y accéder? Comment débloquer? Ou même, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez communiquer directement avec votre délégué pour qu'elle puisse vous aiguiller dans ce sens-là. Fait que je n'irai pas nécessairement approfondir cette partie-là parce qu'on a quand même juste 1 heure et on veut synthétiser la chose aujourd'hui. Donc, pour l'étudiant, donc les activités interactives très pertinentes, cahier d'exercice, animation, GeoGebra. J'ai la liste avec moi aussi pour laquelle justement je vais pouvoir vous partager. On en a plusieurs, n'est-ce pas, Jean-Nicolas? Disponible. Oui. Effectivement, il y en a quelques-unes là, pour présenter différents sujets. Et puis des fois, avec une seule animation, ça peut couvrir aussi plusieurs choses. Là. Je pense entre autres à celle sur les tests d'hypothèse où on couvre à peu près tous les tests. Il suffit de choisir le test qu'on veut utiliser, puis ça fait un peu le travail. Là. Donc, ouais. Excellent. Donc, il y a l'aide-mémoire aussi, les réseaux de concepts qui sont disponibles aussi pour l'étudiant et la planification d'études dont on parlait tantôt pour vraiment aiguiller l'étudiant de façon autonome pour mieux avancer pour son 45 heures de cours. Donc, sur la section des enseignants, donc vous avez vraiment les échéanciers de cours avec une certaine planification, n'est-ce pas? Oui, ben en fait, c'est basé, on se relance un peu, là, mais c'est basé un peu sur Ouais, mon expérience avec l'équivalent de ce cours-là qui était donné dans mon cégep comme cours à option. Puis, en termes de contenu, il n'y avait pas beaucoup de différence par rapport à ce que je couvrais dans le cours actuellement. Donc, je me suis basé sur
mon expérience, combien de temps ça me prenait à enseigner ces différentes choses-là. Puis, peut-être un petit détail, en tout cas, moi, le cours que je donnais, c'était un 60 heures au Cégep Édouard-Montpetit, mais c'était une pondération 2 heures de théorie, 2 heures de pratique, alors que le nouveau cours, dans le cas de mon Cégep, la pondération, c'est 2 heures de théorie, mais 1 heure de pratique. Donc, théoriquement, la portion théorie n'a pas changé entre un cours de 60 puis le cours de 45. C'est plus au niveau du temps de pratique en classe qu'il y a eu des modifications. Donc, l'échéancier de cours, correspond à ce que moi, je couvrais essentiellement là, dans ce cours-là. Et puis, pour ma part, ça fonctionnait en espérant que ça donne au moins une idée des grandes lignes, combien de temps passer sur chaque sujet pour les profs, pour que ce serait peut-être un nouveau cours. Super. Merci beaucoup d'informations. Pour le professeur, il y a les chantiers du cours, donc les exercices du manuel au complet. Donc, tous les solutionnaires sont disponibles pour le professeur. Sur adoption du volume, vous pouvez bien entendu transférer l'information à vos étudiants. Je ne sais pas, il y a différentes façons d'enseigner, il y a autant de profs que de façons d'enseigner. Donc, à ce moment-là, on ne veut pas nécessairement brûler notre matériel, mais on peut aussi y accéder en tout moment. Puis, bien entendu, les figures tableaux du manuel au complet qui vont être accessibles très bientôt. Fait que pour la portion I+, la version numérique va être disponible cette semaine. Puis là, je dis cette semaine, donc ça doit être, je ne veux pas me tremper pour une date précise, mais ça devrait être très, très bientôt. Donc, toutes les personnes qui sont inscrites au présent webinaire, on va vous envoyer un lien avec, on va vous rajouter en fait dans votre bibliothèque numérique un accès pour que vous puissiez évaluer les contenus. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir justement avoir le loisir d'aller explorer un peu toutes ces informations-là. Puis le volume arrive bientôt également. Je ne sais pas si on est rendu là dans ta séquence de présentation où je vais te laisser aller encore cette portion-là, puis après ça, je reviendrai avec les dates importantes à retenir. Donc, dans le fond, peut-être juste assurer aux gens que le livre Probabilité statistique est conçu dans la même optique que les autres livres de la collection Amiotte. Donc, que ce soit en calcul différentiel, calcul intégral, que ce soit méthode quantitative. Donc, c'est toujours un peu la même idée. Donc, au niveau de la structure, de l'organisation, au niveau des explications, la présentation des concepts et les différentes rubriques qu'on peut y retrouver, là, donc avec les exercices éclairs, les exercices intra-chapitres, les exercices récapitulatifs, l'aide-mémoire. Donc, c'est un livre qui s'inscrit vraiment là, dans le reste de la collection avec les mêmes qualités et points positifs. Dans l'avant-propos aussi, on rappelle un peu comment le livre est organisé, donc ça permet aussi de se remettre dedans. Donc, c'est quelque chose qui est essentiellement clé en main. Donc, les explications sont là, les exemples sont là. C'est pas le livre le plus mince possible. L'idée, c'est que ça puisse se lire facilement. Donc, par exemple, un étudiant, une étudiante qui raterait un cours, peut aller lire la section qui a été manquée. Puis c'est comme autoportant, si on veut. Les explications sont là, les exemples, les exercices. Donc, voilà. Donc, le manuel s'inscrit bien là, dans le style de la collection Amiotte. Et donc, on s'est assuré de respecter la nouvelle compétence du programme. L'échéancier est bâti pour un cours de 45 heures. Au niveau des contenus, il y a des contenus qui sont optionnels pour les profs qui voudraient ajouter des choses ou en enlever d'autres. Donc, il y a cette marge de manœuvre-là aussi. Il y a des ressources numériques pour les profs et pour les élèves. Puis, les contenus sont tirés des disciplines de sciences de la nature, en n'oubliant pas les mathématiques aussi. Donc, il y a quand même des exemples qui sont aussi purement mathématiques. Voilà.